Raconte-nous un peu, parce que ça, c'est vrai que moi, ça m'intéresse énormément qu'on parle toujours, on parle rarement tout le temps des scénarios, mais là, il y a vraiment une écriture. Tu passes beaucoup de temps à écrire tes films. Oui, tu dis tu, et je vais tout de suite, on va dire Voilà. nous. Nous, oui, bah, avec Claude, je fais tous mes projets avec Claude bien Lepape, sûr. ta compagne. Ma compagne, enfin mon compagne, ça c'est vite, c'est autre chose, pardon. Oui, mais il est tard. Mais ma collaboratrice, en effet, à la réalisation, et en effet, on a, en fait, avec Claude, on fait tout depuis le début. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est créditée là comme collaboratrice à la réalisation. Et c'était déjà le cas sur Petit Paysan. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de moi à l'époque de Petit Paysan. Mais c'est vrai que ce film, on l'a fait, elle ne l'a pas co-réalisé, mais on a fait beaucoup de choses ensemble autour. Donc c'était hyper important. Donc en effet, on a écrit depuis longtemps. En fait, en vrai, on a été d'abord parti sur un premier projet où le film s'appelle Météore. Il y avait vraiment des histoires de météorites qui allaient s'écraser, sur la ville de Saint-Dizier. Et en fait, on a travaillé cette idée. Et en fait, moi, ça m'a pris du temps. Donc, il y avait déjà les 3 personnages et un film catastrophe. Il y avait déjà les 3 personnages. Ouais. Et ça nous a pris, moi, ça m'a pris du temps avant de me rendre compte qu'en fait, l'événement, la catastrophe, m'intéressait moins que les personnages. Et je vais en revenir à Claude parce que Claude, elle a travaillé d'abord sur Les Combattants de Thomas Caillet. Mais oui. Elle a travaillé ensuite sur Petit Paysan. Elle a travaillé sur d'autres films, Vent du Nord de Walid Matar. Bon, ça, c'était peut-être maintenant qu'ils sont un peu plus oubliés, on va dire d'une certaine manière. Mais elle a aussi travaillé sur la série Hippocrate de Thomas Lilti. Enfin, de Thomas Lilti et Claude Lepape. Et donc, c'est une personnagiste, Claude. Et donc à partir du moment où on s'est dit, ben en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est ces personnages, on a écrit pendant 2 ans, et à partir du moment où on a retiré tout cet élément de film catastrophe, quand on s'est concentré sur nos 3 persos, qui sont Dan, Mika et Tony, on a mis à peu près 2 ans et demi pour eux. Oui, parce que c'est vrai, le film se concentre vraiment sur les 3 personnes. Hein. Oui. Et au départ, tu mets aussi, si je peux me permettre, une part aussi autobiographique, aussi beaucoup, tu mets beaucoup de choses qui correspondent à une période de ta vie, enfin de ta vie aussi dans l'Est de la France aussi. En fait, tout à fait. Je crois qu'en fait, Petit Paysan, voilà, forcément, en vrai, les films n'ont pas grand-chose à voir avec l'autre, mais en fait, les deux sont intimement liés d'une certaine manière. Parce que Petit Paysan, voilà, il y a eu le succès que tu as rappelé tout à l'heure en introduction. Et évidemment qu'à un moment, ça nous met à un endroit où on se dit... en fait, ça nous met à 2 endroits. Moi, ça m'a mis socialement, en effet, d'un coup, il y a eu les Césars, tout ça. Voilà, moi, je suis un fils de paysan, j'ai grandi dans une toute petite ferme. D'un coup, je me retrouve à des années-lumière de là où j'ai grandi. Et puis, d'un coup, aussi, on commence à me dire, alors, c'est quand le prochain projet? Et je sens que derrière cette question, il y a, c'est quand le prochain projet avec des paysans? Et ça, en fait, moi, le milieu agricole, c'est un milieu que j'ai cherché à fuir d'une certaine manière. Donc, je suis parti faire du cinéma. Et en même temps, je fais un film sur les paysans. Et en fait, je me rends compte que je suis encore dans la ferme et tout ça. Et tout de suite, il y a le truc de se dire, je ne referai pas un film sur les paysans, il faut casser cette idée chez les gens aussi, d'une certaine manière. Tout à fait. Et il y avait vraiment l'idée de se dire, je vais faire quelque chose de différent, mais il y a toujours l'idée de se dire, il ne faut pas qu'on perde complètement notre ADN non plus. Et donc, il y avait l'idée de se dire, ok, et la grande différence aussi, c'est qu'après Petit Paysan, le succès, parce que ça a été un succès, soit je m'en servais pour faire quelque chose de plus gros, soit je m'en servais pour faire quelque chose de plus libre. Et donc du coup, on est allé vers la liberté. Tu as été vers la liberté avec ce film qui nous arrache, hein, parce qu'on en parlait encore, Hervé. Ce film, il t'a aussi, toi, beaucoup bouleversé, parce que... Alors, il y a un mécanisme quand même d'écriture sur la comédie, hein, sur le film, hein, et dire beaucoup, hein, parce que c'est un film qui est... Attends, t'as le micro. C'est vrai que le film, il a... Tous les 3, vous êtes... Est-ce qu'on peut dire... c'est une expression pieds nickelés, quoi. Il y a quelque chose... C'est sympa, hein, de dire ça, parce qu'il y a quelque chose une amitié tellement forte, mais tellement... Il y a du burlesque beaucoup, parce que c'est vrai qu'on pense au kidnapping du chat, qui en même temps, c'est marrant, et en même temps, ça l'est pas autant que ça, parce que, voilà, il y a un moment donné, il faut du fric, il faut quelque chose. Comment toi, tu l'as vécu, ce moment-là, en tant que comédien? En fait, c'était bien parce que voilà, je me suis beaucoup appuyé sur le réalisateur qui faisait très attention à ses acteurs. Et voilà, le scénario, moi, il m'est parvenu. Je me suis tout de suite dit que c'était une nécessité de le faire. Parce que voilà, pour mon personnage,
malheureusement, on a beaucoup de personnes comme ça autour de nous. Et du coup, j'avais besoin de me dire, il faut que je le fasse parce que voilà, ça peut servir à la société. C'est un rôle nécessaire, c'est un rôle clé aussi. Et du coup, voilà. Mais après, pour l'anecdote du chat, oui, on a très très bien rigolé. D'ailleurs, le chat, ce n'est pas un chat, mais c'est une chatte. Elle s'appelle Ruby. Ah là là Et là là. pour moi, c'est une actrice à part entière. Mais Parce que il y en avait voilà, qu'une. Il y en avait qu'une. Là, c'était. Il y en avait qu'une. Oui, en plus, elle fait vraiment des, oui. concours de beauté, tout ça. Ouais. Non mais incroyable, mais parlons de Ruby 2 minutes. Ah oui, parce que. Non, mais incroyable. Oui, incroyable. 2 minutes, de toute façon on est là pour 1h30. Donc, là c'est notre dernière avant-première ensemble. Ouais. Avant-première. Si on peut fermer la porte, c'est Voilà, bon. on va rester ici 1h30. Après il y a un one-man show. Il y a des claquettes. On va rester là. On a des spectacles pyrotechniques et tout, on a amené de l'essence. Philippe, tu as préparé le. Ok, attends. Pardon, Ruby. Oh, Ruby, Shai Main Coon, on vous le dit, parce que quand même c'était. Quand on tourne avec des animaux, avec des chats, et notamment les chats, c'est les pires trucs de la Terre. C'est-à-dire vraiment, on a toujours un le monde des dresseurs animaliers, par exemple, c'est toujours des choses, c'est compliqué. Bien sûr. Et c'est normal, parce que on travaille avec des animaux, et donc du coup on peut pas, il y a quand même une question du bien-être animal, on va pas forcer un animal à faire n'importe quoi, et deux, en fait, juste, ils sont pas vraiment adaptés à, tu vois là, j'aimerais que tu joues un peu plus la joie. Ça ne marche pas sur un animal. Et donc aussi souvent c'est des animaux qui ont peur. Et nous on était persuadés, moi j'étais persuadé en me disant on va faire une séquence de course-poursuite de nuit avec des chats, avec une chatte, ça va mal finir. Genre voilà, on va faire beaucoup avec du non-vu, on va pas trop voir, ou alors on aura le droit à une prise qui sera certainement un peu foireuse. Tant pis, on va se lancer là-dedans. Et là je découvre une actrice. Mais oui, une actrice. Parce que dans une voiture. Moi aussi, en fait, moi je l'avais. Et dans une voiture en plus. Il y a eu une cohésion entre vous aussi. Exactement, moi au début j'ai commencé. Il a un fluide. Non, j'ai commencé à me dire peut-être qu'elle peut avoir peur, tout ça. En plus, les chattes griffent très rapidement les yeux, tout ça. J'ai commencé à me dire ça, mais en fait, elle était juste incroyable. Non, franchement, moins de 2, elle me regarde, elle me dit ramène-moi la prochaine. Franchement, elle était tellement calme. Que même à un moment, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une scène où elle sort, elle se barre. On a mis un temps fou à la faire sortir parce qu'elle restait à regarder comme ça. Elle vivait sa best life, coucou, ça va. Mais ouais, c'est tout ça quand j'ai pensé, en définitive, quand j'ai envoyé le film, j'ai pensé à Cassavetes, mais j'ai pensé à Husband. J'ai pensé à... Non mais vraiment, parce que... Attends, là tu me fous dedans. Moi j'en ai vu qu'un, j'ai vu alors, Husband. c'est 3 copains. Ah oui, c'est ça. 3 copains, mais c'est de la beuverie, ils boivent. Oui, ça c'est bon. Mais c'est un film comme ça, mais qui est en même temps très grave, parce que c'est aussi 3 losers, hein, et c'est ce qu'il y a de plus beau au cinéma, c'est ce qu'il y a de plus beau. De toute façon. Excuse-moi, c'est parce que je cherchais le rapport avec le chat. Non, mais voilà. Mais moi, je vais putain, les chats dans l'univers de Cassavetes, je l'ai pas, quoi. Mais bref. Non, il y en a pas. C'est bien de tourner un film. Genre, ça fait quoi? Genre, ça fait quoi? Ouais, pendant le tournage, c'est quoi les émotions et tout? Ah, les émotions. Les émotions, nous, c'est que. Alors, forcément, en plus, ce film, il a un truc, c'est que. Comme on l'a dit, alors. Financer des films. Ça devient un certain type de film, pardon, ça devient assez compliqué. Ce film, on l'a fait, mais moi j'avais extrêmement peur parce qu'en fait on a dû quand même le faire avec un budget resserré et donc du coup avec un nombre de jours de tournage très resserré. Et donc le truc c'est que si vous voulez, nous on est arrivé au mois de septembre alors qu'on était censé en train de tourner en octobre, où là on s'est dit il y a quand même un gros trou de budget. Donc, on ne pourra pas, et la directrice de production a été très franche avec moi, et m'a dit, en fait, on ne peut pas faire ce film. Donc, du coup, on a dû réécrire avec Claude, et c'est là qu'on est content d'être avec quelqu'un qui a beaucoup de talent, c'est qu'on a réécrit pendant la préparation de ce film, et chaque minute de pause, hein, franchement, normalement les pauses déjeuner, c'est des moments, quand même, on a 1 heure, 1 heure et demie, c'est un peu convivial, on est avec les comédiens. Moi, j'ai pu l'avoir, je pense, la dernière semaine de tournage, parce que à chaque minute de pause, on était en train de préparer le jour du lendemain, puisqu'on n'avait pas pu préparer pendant qu'on préparait, et que j'étais avec des proches collaborateurs qui me connaissent assez bien pour pouvoir préparer un maximum sans moi. Et on avait quand même des gros trucs à préparer, parce que par exemple, les poubelles nucléaires, par exemple, ce que vous voyez, il n'y a rien. Ce que vous avez vu des poubelles nucléaires, eux, ils ont tourné devant des panneaux de polystyrène de 2,50 m sur 2,50 m enduits de colle à carrelage. Ah oui. Et tout le reste, c'est recréé.
Et tout ça, en fait, il faut le penser bien en amont et tout ça. Donc c'était un tournage qui était extrêmement stressant, avec beaucoup d'angoisse. Et en même temps, franchement, alors, Petit Paysan, on a tourné avec des vaches et tout, c'était compliqué et tout. Je vois que c'était une balade de santé par rapport à ce film. Et en même temps, et je le dis très honnêtement, hein, ça a été ma plus belle expérience de tournage, parce qu'à chaque fois qu'il y avait Idir et Paul et Salif, mais il y avait plus Idir et Paul parce qu'ils étaient là tous les jours, les problèmes s'envolaient. Et à partir de ce moment-là, où on a tous eu ça, et on a tous vu dans l'équipe technique que tout le monde avait ce même rapport à eux, peu importe les difficultés, franchement, quand on a des acteurs qui sont aussi généreux, les problèmes ils s'envolent. Mais Hubert, même après un film comme Petit Paysan, la productrice, elle a eu des difficultés pour trouver de l'argent. Bah oui, parce que en fait, on fait pas. Oui. Et c'est pas un film simple, c'est pas des thématiques qui sont simples. On parle d'alcoolisme, on parle de poubelle nucléaire. En fait, on parle justement de notre parti pris avec Claude, c'était de se dire, et c'est la même démarche que Petit Paysan. C'était Petit Paysan, on voulait parler de personnes dont on a le sentiment, dont on parle peu. Alors aujourd'hui, forcément, des films sur les paysans, il y en a plein, mais nous, quand on l'a fait, nous, il n'y en avait pas beaucoup. Et il y avait aussi une manière de les représenter avec un regard de l'intérieur, puisque j'ai grandi dans une ferme. Et bah, Météore, c'était pareil, on parle de la Diagonale du Vide, de la France des ronds-points, les gilets jaunes, tout ça. Saint-Lizier, c'est une terre de gilets jaunes, quoi. Et c'est une terre de, voilà, c'est un bastion sidérurgique, métallurgique qui est en décrépitude depuis les années 80. Moi, ma mère, avant d'être paysanne, elle faisait partie des premiers licenciements volontaires des usines de tréfilerie localement. Et évidemment qu'il y avait un truc de se dire oui, voilà, en fait, on va parler de ceux qu'on oublie, de ceux qui n'intéressent personne. Et bah forcément, quand on va chercher de l'argent, on lui dit bah oui, mais ça n'intéresse personne. Et donc forcément, c'est plus compliqué. Et en plus, plus on multiplie les thématiques de genre poubelle nucléaire, plus ça devient un peu compliqué. Mais il y a eu la notoriété de Petit Paysan qui a fait qu'on m'a laissé libre de faire ce que je voulais à ce moment-là. Déjà, bravo pour le film. Merci. J'ai adoré. La photographie en particulier, je l'ai trouvé superbe. Les acteurs, super aussi. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais savoir si, quand vous avez écrit les personnages, vous avez tout de suite vu les acteurs, le casting que vous avez choisi en tête. Et comment vous l'avez trouvé? Non, on n'avait personne en tête. On avait, putain, je réponds tellement de fois à cette question, et je suis très content de le faire, il pourrait faire le texte à ma place. Mais tu veux le faire? Non, vas-y. Et le truc, c'est que on était parti pour chercher des personnes qui avaient entre 25 et 35 ans, voilà, et des garçons, et c'est tout. Le reste, voilà, on allait voir, fallait voir plein de gens. Il y a 3 personnages, ça démultipliait les combinaisons parce que on se disait, voilà, ils peuvent passer sur plusieurs rôles. Salif, il est venu passer aussi sur le rôle de Mika à un moment, enfin voilà. Et on a vu plein de gens, et justement aussi, il y avait l'idée de se dire, on ouvre à tout le monde, c'est-à-dire peu importe votre niveau de notoriété. Alors, il n'y avait pas des grosses stars, hein, il n'y avait pas les Pierre Ninet, les François Civil et tout ça, mais par contre, dans un certain notoriété entre quelqu'un qui n'a jamais rien fait et un Salif Cissé, par exemple, qui était déjà identifié parce que à l'abordage et tout ça, tout le monde venait passer, tout le monde était logé à la même enseigne. Et en fait, de ce casting, avec 2 séquences envoyées à apprendre, tout ça, la seule personne qui vraiment nous a été une évidence tout de suite, c'était Salif Cissé, dans le rôle de Tony. Et j'ai rencontré Salif et tout de suite je me suis dit mais il a un truc de Tony. Et on trouvait pas Dan et on trouvait pas Mika. Et je trouvais pas Daniel parce que aussi ça va me permettre de prendre un petit pont, c'est que il est extrêmement autobiographique ce film. On va dire moi je suis un peu proche du personnage de Mika d'une certaine manière, étant le témoin d'un proche qui se détruit et qu'on aimerait sauver et qu'on n'arrive pas à sauver. Et l'autre c'est mon cousin avec qui j'ai grandi, que c'est pas mon frère mais on a fait le même bac à sable, on vient du même village. Enfin, et c'est compliqué du coup de trouver quelqu'un qui peut jouer cette personne-là d'une certaine manière. Et parfois on cherche des gens, on se dit ah mais tiens, mais il faudrait qu'il lui ressemble. Puis on trouve pas, parce que c'est pas lui. Et un soir on regarde, on trouve pas, on trouve personne. Et en fait un soir on voit le théorème de Marguerite de Anna Novion. Et dedans il y a un personnage qui a 3 scènes et qui à la fois est décalé, il est hyper émouvant, il a des yeux qui nous attirent tout de suite, il y a un vrai truc magnétique, et vraiment,
un truc dans des séquences trop bizarres, il nous fait rire. Et là, on se dit, là, Claude, c'est Claude tout de suite qui me dit, mais vous l'avez vu, lui? Moi, je disais, mais il est bien, ce mec. Et je lui dis, bah non, on l'a pas vu. Et c'est vrai que quand même, c'est pas mal. Le lendemain, on a appelé, en fait, il était écrit pour venir passer les castings, mais à ce moment-là, il était très occupé sur la série Pax Massilia d'Olivier Marchal. Il est venu tout de suite. Et il avait donc 2 séquences à apprendre, on lui avait envoyé le scénario. Et il passe les 2 scènes. C'était une quasi-évidence tout de suite, enfin vraiment pas de souci. Et après, il commence à nous poser des questions sur l'histoire du film. Et en fait, on lui dit, mais tu as eu le scénario en fait. Et il me dit, ben non, j'ai pas eu le scénario. Donc on se dit, mais comment il peut jouer aussi bien les scènes et avoir l'impression qu'en fait il sait tout, alors qu'en fait il savait juste s'il y avait un... Alors moi, après, je lui dis toujours ça, mais moi je sais pas si tu t'es moqué de nous, et en fait t'avais vraiment lu le scénario, mais il savait l'effet que ça allait produire sur lui, de dire genre, putain, le mec est trop fort, il a fait un scénario, c'est un génie de ouf. Et voilà, et c'était évident. Parce qu'il y avait des problèmes de mail, tout ça. Voilà, c'est ça, il y a des problèmes de parce mail. qu'en fait... Ah oui. Parce qu'en fait, des fois, il y a encore les acteurs, quand ils reçoivent des castings, il y a des réalisateurs et réalisatrices qui décident de ne pas envoyer le scénario. Et moi, mathématiquement, quand j'ai reçu que les scènes, je me suis dit, peut-être que ce réalisateur ne veut pas envoyer ce scénario. Donc du coup, moi, quand je reçois même que 2 lignes, ben, j'essaye dans ma tête un peu de les fleurir. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, je le dis. De les fleurir, et voilà, et du coup je me suis posé plein de questions, et je me suis dit, quand je vais arriver au casting, je vais lui dire, sauf qu'en fait lui il me dit ça, et après voilà. J'espère que tu crois pas que voilà. Non, je sais. Et voilà, et c'était une évidence. Et Paul en fait il était tellement jeune, il avait 21 ans au moment où on faisait le casting, que en fait il rentrait pas dans notre grille de recherche en fait. Et même moi je l'avais vu dans Le règne animal de Thomas Caillet, et je l'aimais beaucoup, mais même je l'avais en tête en disant, non mais il faudrait quelqu'un comme Paul Kircher, mais en plus vieux. Sauf que ça n'existe pas. Et donc du coup à un moment on s'est dit, ben qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit plus jeune? Et on l'a rencontré. On s'est dit, bah il y a un truc quand même sur Paul, et puis on va lui faire nous on l'avait beaucoup vu jouer dans des rôles d'adolescents, et d'un coup on s'est dit, tiens, vas-y, on va faire autre chose. Et comme il le dit dire lui-même, il dit, on va faire le petit frère qui devient grand frère d'une certaine manière. Et après il y avait la grande question, c'est que nous c'était bien là, on avait nos petits chevaliers du Zodiaque, là on avait nos petites personnalités là, mais il fallait voir si l'équipe elle allait fonctionner quoi. Et donc nous on avait toujours travaillé en se disant, il faudra qu'on ait du temps pour faire marcher l'alchimie entre les trois. On avait prévu beaucoup de répétitions en amont du tournage, c'était des choses qu'on avait décidé avec la production. Et qui est très rare aujourd'hui. Et qui est très rare aujourd'hui, il le dit, et c'est vrai. Et en fait, là, bah, il s'est passé un truc entre eux qui nous a dépassé d'une certaine manière, on va dire, mais c'est qu'ils se sont entendus plus que ce qu'on pouvait espérer. Et ce qui était très marrant, c'est que là, quand je disais les problèmes, ils s'envolent quand on les voyait, enfin, je veux dire... Moi, je me souviens, enfin voilà, moi je vivais en dessous de chez lui, et ils avaient tous des logements, et après les journées de tournage, des fois on finissait à 2h, 3h du matin, moi je les entendais, mais se marrer avec Paul, juste au-dessus de chez nous, et il y a eu quand même ce soir où on a été aussi récupérer Paul dans son logement, qui était hyper angoissé, parce que la personne qui l'hébergeait lui faisait très peur, et on est tous les deux montés dans une voiture avec Idir pour aller traverser Saint-Dizier pour aller récupérer Paul après, et Idir c'était trop mignon, il l'a ramené chez lui, il m'a envoyé des messages, j'ai couché le petit, il va bien, ne t'inquiète pas cher réalisateur, demain la journée de tournage sera formidable. C'est totalement ça, parce que même aussi, pour revenir sur ce que tu disais, que c'est le grand frère il fait le grand frère alors que c'est moi qui sais le petit, parce qu'en fait en développant ce truc de justement où je suis addict à l'alcool et que je mens aux gens et je me mens à moi-même, mais il y a un truc aussi qui s'est créé naturellement je suis quelqu'un qui a entre 30 et 35 mais qui agit comme un gamin, totalement comme un enfant, et du coup ça, en fait avec Paul, ce qui a été trop bien, c'est qu'on se questionnait tout le temps, le matin, le midi, le soir, vers 2h, 3h du matin, on se posait clairement des questions tous les jours, tout le temps, parce que voilà, comme je l'ai dit au début, c'est une évidence de faire, quand on reçoit un scénario comme ça, c'est une évidence de le faire, c'est une évidence de qu'il se fasse, et c'est une évidence de le porter jusqu'au bout, même après la sortie du film, et du coup voilà, on s'est beaucoup posé des questions, et moi je trouve que ce film, ça a vraiment été de l'art, pas parce que je suis dedans, mais vraiment parce que voilà, aujourd'hui
Vous voyez, on est dans une industrie qui va ultra vite, où les gens ils pensent que à la rentabilité, au business, aux chiffres, aux chiffres, aux chiffres. Et ce film, je prie pour que c'est un film qui fasse qu'on ne l'oublie pas, que c'est de l'art quand même qu'on doit faire pour mettre des bonnes ondes et des bonnes choses chez les gens qui viennent le regarder. Voilà. C'est merveilleux. Merci. Je voulais vous poser la question, est-ce que le choix de parler de justement ces poubelles nucléaires, Ouais. c'est un choix qui fait référence pour vous à des faits divers réels en France actuellement? En particulier, je pense à la phrase, pardon, je vous Ah non, vous avez raison. d'avance, où vous dites ici c'est moche, c'est pour ça c'est nous votre poubelle. C'est une phrase que je trouve particulièrement marquante. Ça fait référence pour vous à des zones... Ah bah ça fait... Je pense que la phrase qu'est prononcée Mika, c'est exactement moi le sentiment que j'ai à partir du moment où... Moi j'ai grandi là-bas, comme je disais en introduction, je disais pour moi Saint-Dizier c'est une ville extrêmement importante, c'était ma capitale. Et puis un jour j'en pars et j'ai grandi au milieu des poubelles nucléaires. La petite poubelle nucléaire, les grands cubes que vous voyez, ça à 15 km de chez mes parents. Le projet de Bure, c'est à 40 minutes de chez mes parents. Les deux à cheval entre deux départements, le mien et l'Aube, et l'autre, le mien et la Meuse. Ça fait 2 poubelles nucléaires en Haute-Marne. On va devenir le plus gros centre d'enfouissement de déchets radioactifs d'Europe et l'un des plus gros du monde. Et si... Avec les avions aussi qui volent. Voilà, tout à fait. Et en fait, le sujet des poubelles nucléaires, moi on en fait presque des blagues quand on en grandit. Mais moi en fait quand je suis parti de là-bas, et comme je disais, ce truc de petit paysan qui m'a mis à un endroit qui est différent, ben, je commence à avoir les inégalités sociales. Et je commence à me demander pourquoi en fait les poubelles elles sont là. Et là je commence à m'intéresser à ça. Et j'ai la même frustration et la même colère. Et la colère, elle n'est pas dirigée contre quelqu'un. Quand moi je vois mon cousin se détruire, et qui du coup la seule chose qu'il a pour survivre, et qu'il a l'impression dont il a besoin pour survivre, c'est de boire de l'alcool, que ce département, qui n'a plus rien, à part des centres d'enfouissement de déchets radioactifs pour essayer de survivre économiquement. Et ça, évidemment que elle part de là. Et moi je dis colère, mais en fait c'est plus sentiment de défense en fait. Et évidemment que là-bas c'est plus nuancé que ça, évidemment que là-bas il y a aussi des gens qui sont très contents d'avoir les poubelles nucléaires. Les gens sont très contents d'avoir des routes refaites. Saint-Dizier, comme vous avez dit, ça fait pas rêver là. En fait, en vrai, la vision de Saint-Dizier, elle est presque celle d'un souvenir que moi j'avais quand j'avais 20 ans et que c'était une ville sinistrée à un point que vous imaginez même pas. C'était une ville terrain vague, Saint-Dizier. En 10 ans, le centre-ville est refait, c'est pavé. Les halles, c'était cabinet d'architecture de malade et tout ça. C'est refait à neuf. Et à chaque fois, on cite ce symbole des halles de Saint-Dizier. Et nous, pendant qu'on était en tournage, même il m'a dit franchement, Saint-Dizier, ça va. Et même l'équipe, il me disait, et même moi, je faisais, ouais, c'est vrai que c'était peut-être un peu dur mon portrait. Et en fait, un jour, je suis allé, et en fait, non. Parce que je suis allé dans les halles de Saint-Dizier. Et tout le monde te dit, t'as vu ce qu'ils ont fait avec les halles de Saint-Dizier, c'est magnifique. Il n'y a personne dans les halles. Mais non. En fait, les poubelles nucléaires, elles injectent de l'argent, Voilà. elles refont la ville. Voilà. Ouais. Mais ça augmente pas le pouvoir d'achat des gens. Non. Ils sont dans une belle ville maintenant, les gens. Ils sont toujours aussi pauvres. Et la dernière chose pour rejoindre, je fais une très longue réponse, je suis désolé, mais c'est une question qui est complexe, qui est lourde. Les gens qui disparaissent dans Bure, il n'y a pas de gens qui ont disparu dans Bure. Mais par contre, Bure, ils avaient installé ce chantier en disant que ce sera le chantier le plus sûr de France, il y aura 0 mort. On est déjà à 2 morts. Et évidemment qu'en fait, dans ce film, on parle de travail, et on parle des gens qu'on exploite sur place, et qu'en effet, tout ce qu'on leur laisse comme choix, c'est de bosser dans du BTP, de faire ce type de travaux. Et combien il y a de personnes qui meurent par an dans les accidents de travail? Bah, c'est de plus en plus, et c'est injuste. Et donc oui, du coup, il y a une forme de réalité, et pourquoi on s'installe ici? Parce que c'est moche. C'est pas moche, c'est le côté, on est dans une crise démographique de malade quand on est en Haute-Marne. Haute-Marne, c'est 170 000 habitants sur tout le département, une crise de chômage de fou,
Et voilà, c'est pas pour rien qu'on s'installe là-bas, et c'est pas que pour la nature des sols. Et tu as montré le film là-bas, hein, tu as fait une avant-première, Oui, oui, on a fait une Comment ça s'est passé? Ben, l'avant-première, en fait, elle s'est hyper bien passée. Et moi, j'avais très peur de ça, en fait. Moi, j'avais très peur de me dire, voilà, j'arrive, comme vous dites, ça fait pas rêver. Et du coup, même, on avait dit, mais on fait pas de débat à la fin, parce que voilà, faut pas que les gens ils se sentent obligés. Enfin, moi, j'ai pas envie de me faire insulter en public, voilà. Et en fait, on avait juste dit, on fait un truc informel, voilà. Et en fait, les gens, ils sont restés. La salle a été complète, déjà, ils sont venus. Et en fait, ils ont été avec les acteurs, on a passé toute la soirée, c'était hyper agréable. Et les gens, ils sont contents, en fait, qu'on parle d'eux, et y compris pour parler. Parce que d'un coup, en fait, eux, c'est des gens qui se sentent aussi oubliés, d'une certaine manière. Voilà. Et évidemment, j'en ai aussi qui m'ont dit, franchement, c'est pas une belle image de la ville. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas là pour faire une carte postale. Si vous ouvrez vous-même le journal de la Haute-Marne, vous allez voir que vos pages de journal, elles sont de journaux, elles sont remplies de problèmes. Et donc, évidemment que ceux avec qui ça a été compliqué, par contre, c'est la presse locale. Et le fameux journal de la Haute-Marne, eux, ils ont fait un article le lendemain pour dire comment ils parlent de nous. Et en même temps, si vous ouvrez les pages du journal de la Haute-Marne, toutes les 3 pages, il y a une pub pour la poubelle nucléaire. Ouais. Et tu sais, il y a combien de personnes qui travaillent là-bas? Non, tu sais pas. Non, exactement, non. Non, alors, au sud de Bure, Ouais. c'est dans le sud, il y a plusieurs personnes, mais en fait, en vrai, c'est pas... Il y a des tunneliers, il y a tout ça, donc ça, en fait, mais ça, c'est des gens, c'est des spécialistes qui viennent, c'est pas des gens sur place. Ouais. Et il y a un peu de main-d'œuvre sur place, mais sinon, c'est des physiciens, et donc ça, c'est des gens qui sont de passage. Quand vous allez à Bure, ce qui est marquant, c'est que vous êtes au milieu de champs, et il y a juste un hôtel au milieu. Et voilà. À propos des poubelles nucléaires, oui. Justement, avez-vous eu la permission? Vous êtes obligé de reconstituer les murs. Vous n'avez pas eu la permission de tourner sur le site? Non, mais c'est même des lobbies tellement puissants que, en fait, on s'est caché. On n'a même pas dit que. Je pense que même si le sujet du film avait été les poubelles nucléaires, on n'aurait pas trouvé de financement pour le faire. Voilà. Après, pour le film, la chance qu'on a eue, c'est que juste avant de tourner, il y avait une journée porte ouverte là-bas dans les vraies usines. Et pareil, on est parti comme incognito, comme 5 espions. Et même avec Paul, des fois, en fait, vous savez, il nous faisait marcher un peu de partout pour nous expliquer. Et moi et Paul, des fois, vous savez, on déviait un peu. On était rattrapés en même pas 3 secondes. Par un chien robot. Il est là-bas. Ça, ouais, ils étaient un peu réticents. Qu'en fait, quand ils nous voyaient avec les téléphones et tout, ils nous regardaient vraiment énervés, genre, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Et voilà, mais vraiment, c'est pas après, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, par exemple, il y a un réalisateur qui est ici devant vous et qui a fait ce film justement pour parler de ça, même si aujourd'hui, comme on le dit, le monde va mal, le monde part en couille, comme on dit, excusez-moi de mes termes, mais c'est la vérité, voilà. Et du coup, c'est ce genre de film justement qu'il faut défendre, qu'il faut en parler, qu'il faut pas qu'il parte à la trappe, parce que justement, c'est ce but-là, c'est vraiment... Vous voyez, moi, j'aurais pu, vous voyez, avant de commencer le tournage, je faisais une grosse série à des millions d'euros. Là, je vais enchaîner sur le plus gros budget du cinéma français de 2026. Mais c'est ces films-là que j'essaie de mettre toute mon âme et tout ce que je peux mettre, parce que c'est des films nécessaires. Et souvent, on va les envoyer dans le néant, alors que pas du tout. Il est intéressant parce qu'il y a tous les ingrédients qui font qu'il faut le voir et qui peuvent changer les choses. Et dire, comment tu as investi ça en tant que comédien? Comme je l'ai dit depuis le début, pour moi c'était une nécessité, parce que moi dans ma carrière, en fait, je prône souvent les films nécessaires, les films qui servent, et pour moi c'était une évidence. Et après voilà, de là je me suis totalement investi de A à Z, et que ce soit moi ou Paul Kercher ou Salif Cissé, nous trois, franchement, comme je vous dis, on se questionnait vraiment tout le temps. J'allais tout le temps voir Hubert, j'allais voir Claude, beaucoup, vous voyez, des fois j'allais poser la question à Hubert, sans lui dire que j'allais aussi poser la question à Claude, pour voir les deux retours comme ça faisait, qui avait raison, qui avait tort. Des fois je mélangeais un peu les deux raisons et les deux torts, et voilà, mais ouais, c'était dur, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire dans tous les sens du terme, pour que ce soit pour mon rôle ou pour les poubelles ou pour le territoire.
voilà, c'est pareil, parce que voilà, moi je viens de Marseille, et même si à Marseille on est dense, ça reste quand même une diagonale du vide, vous voyez, à certains endroits à Marseille. Après, bien sûr, il y a les endroits stratégiques faits pour que ça soit touristique, mais sinon il reste beaucoup d'autres choses, et même aussi dans les alentours de Marseille, même dans les alentours de Marseille. Donc du coup, voilà, genre c'est... Moi je me dis tout simplement que on devrait simplement se dire que les grosses villes, par exemple, ils devraient beaucoup faire des relais avec les petites villes, faire des choses. Voilà. Bon, après, voilà, je ne suis pas du tout dans la politique, je regarde même pas. Et voilà, même si aujourd'hui on parle que de ça. En tous les cas, sur le territoire français, tu sais, dire sur les salles de cinéma, il y a c'est un territoire, tu vois, parce que vous avez beaucoup bougé dans les salles de cinéma, mais il y a énormément de lieux, que ce soit dans des villes de 2000 habitants, 1000 habitants, 3000 habitants, 10 000, 11 000, il y a vraiment des salles de cinéma. Ah mais bien sûr, où les gens font bien sûr, du super boulot. Hein. Mais nous, vous voyez, on sort de combien, 40 46 dates. 45 jours d'avant-première, on a fait vraiment chaque endroit. Et moi, j'avais appelé. En fait, pour la production, c'était logique, oui. Il dit, je pense pas qu'il a le temps de venir représenter ça, tout ça, il doit préparer ses trucs. Je l'ai appelé, je lui dis, mec, je veux faire toutes les avant-premières parce que déjà, on va pas se mentir, c'est l'occasion pour moi de découvrir mon pays parce que voilà, même si je le découvre. Ah oui, c'est la première fois, bien sûr, bien sûr. Même là, c'était prévu que je redescende à Marseille, j'y allais, on fait la dernière et voilà, mais c'est ça, découvrir les villes, moi j'appelle ça, mais découvrir les vrais êtres humains en fait, vous voyez, les vrais humains. Bravo, hein, ouais, formidable. Et t'as découvert la cuisine normande aussi. Ah ouais, juste tout à l'heure, et voilà, je vais pas vous mentir que je suis déjà dans un micro coup de barre, mais... voilà. Il a un peu chargé le Catatos, hein, ce gâteau, le mec, hein, quand même, hein, et tout, tu vois, tout à l'heure. T'as vu, Jean-Marc, c'est toi qui en as mangé. Ouais, il dirait il a mangé un fondant au chocolat. C'est vrai, j'ai mangé un fondant au chocolat. Moi, je voudrais aussi dire merci pour cette histoire d'amour entre des hommes. Je trouve que c'est assez rare de montrer un peu ça, cet aspect-là dans les relations entre les mecs. Parce qu'on peut dire aussi qu'entre les mecs, on s'aime, mais qu'on s'aime d'un amour de frère, d'un amour de je sais pas quoi. Enfin, et ça fait un bien énorme. Et ce que je trouve aussi super, c'est que vous montrez aussi, j'ai travaillé 25 ans en addicto, et je trouve que vous montrez aussi le problème de l'addicto avec une dimension humaine, et vous redonnez de l'humanité à cette pathologie-là, qu'on enterre, enfin, plus bactère, quoi. Hein, je veux dire, c'est terrible. Et là, je trouve que eh ben, il y a tout ça là-dedans. Et ça, je trouve ça super. Et puis alors, effectivement, il y a l'histoire de Bure, enfin, de nucléaire. Je vous encourage à écouter une série de podcasts sur France Culture, c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, sur Bure, enfin, sur le nucléaire d'une façon générale. Et c'est vrai que cette mainmise, en fait, c'est cette mainmise du lobby nucléaire sur la population, sur le territoire. Bure, par exemple, ils ont construit une salle des fêtes dans un petit village, avec 90 places de parking dans un village où il y a, je crois, 30 habitants, enfin, j'ai un truc de fou. Et tout est injecté comme ça, enfin, c'est aussi pour faire fermer la gueule aux gens, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué, enfin, on joue avec le feu, et on joue avec les habitants, et on joue avec... la société. Ah ouais, bah, puis avec la merde, quoi. C'est ça. Merci beaucoup. Bah non, mais merci à vous de le souligner aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, mais c'est vrai que nous, il y avait ce que vous dites, en plus, tout ça se rejoint. C'est-à-dire que nous, c'était hyper important. Le film aussi, c'est vrai que là, on a parlé beaucoup de politique, de territoire, de personnes qui s'intoxiquent. Mais nous, ce qu'on voulait raconter, c'était l'histoire de 3 personnes qui s'aiment. Et vraiment d'un couple, en fait, d'une certaine manière, de qu'est-ce que c'est. Parce que nous, évidemment, et c'est vrai que c'est marrant, parce que des fois, on me dit, ouais, mais il n'y a pas de femmes dans le film. Et en fait, bon, il y a des femmes dans les rôles autour, mais aussi, il y a l'idée de se dire, oui, alors on va vous parler de 3 garçons, et par contre, 3 garçons qui sont complètement... très loin de tous les clichés, toute la représentation de la masculinité qu'on peut avoir, et extrêmement éloigné de tout ce qui commence à faire, pour moi, très peur dans le monde. C'est l'espèce de retour viriliste et ultra viriliste. Et nous, c'était hyper important. Et ça, c'était politique de le présenter comme ça, ce film, en fait. Et de dire, ouais, non, en fait, les hommes, c'est pas... Moi, je me sens pas proche de ces mecs qui font du body. Ouais, carrément. Mais... il y a autorité, mais par exemple, la toxicologue, c'est pas une figure d'autorité. Et une avocate, on peut voir que c'est une figure d'autorité, mais c'est des figures d'aide, d'une certaine manière. Et en plus, c'est pour l'avocat, pour la juge,
franchement, moi qui ai grandi à Marseille, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais j'ai eu des potes qui ont fait beaucoup de conneries et tout. En fait, on se rend même pas compte, mais vous imaginez même pas le nombre de personnes, enfants, adultes, personnes âgées, ce que vous voulez, qui font, par exemple, semblant de s'évanouir en pensant qu'ils vont pas être jugés ou qu'ils vont pas avoir... Ouais, voilà. Donc en fait, cette juge, elle est forcément programmée pour justement être un peu... Bien sûr qu'on a tous un cœur et que les bonnes personnes, la juge, je pense qu'elle ou le juge peut le capter, mais souvent des gens simulent des malaises comme ça. Ça veut dire, c'est pour ça qu'aussi elle reste, même quand je fais un malaise, elle reste d'une froideur normale. Si à la fin, avec Caramel fait une blague, elle fait allez, on le ramasse. Vous voyez, parce qu'ils sont habitués à être comme ça. Et en effet, et sociologiquement, et parce que c'est la même chose, c'est que à un moment, nous on s'est posé en effet la question de se dire, bah oui, en effet, on a nos 3 garçons, aussi on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'un des personnages peut être une fille? Non, parce qu'en effet, on est quand même dans une société extrêmement hétéronormée, et qu'en fait, à partir du moment où on va rajouter une fille dans un trio de garçons, tous les spectateurs vont commencer à se demander quand est-ce qu'il va se passer un truc quand est-ce qu'il va se passer un truc romantique. Et donc nous, c'était important de construire comme ça. Et en fait, sociologiquement, ça dit quelque chose. La Haute-Marne, il y a un livre de Benoît Coquart qui s'appelle Ceux qui restent, justement, qui parle beaucoup des Gilets jaunes, qui a été une très grosse étude sociologique de cet endroit-là précis de la Haute-Marne. Et c'est vrai qu'en fait, lui, il dit que ce territoire, il est genré. Il est extrêmement genré. Et c'est vrai, en fait. Tout tourne autour des hommes. Le club de foot, la chasse. Et même moi, à un moment, on se dit, mais les filles sont souvent, pas des groupes de filles, mais sont souvent les copines des gars de la troupe de copains. Et c'était vrai, moi, en tout cas, à mon époque. Et par contre, il y a aussi un truc qui est vrai, c'est que les femmes partent faire des études. Et pas les garçons, en fait. Et généralement, quand elles reviennent, bah, vous dites que c'est des figures d'autorité, alors il y a peut-être une policière, mais une juge, une avocate, une toxicologue. Il faut avoir fait des études supérieures. Et en fait, souvent, quand elles reviennent, bah, elles sont qualifiées, elles sont même parfois plus qualifiées que le job qu'on leur file, mais elles reviennent par amour parce qu'elles étaient avec le mec qui était du coin et tout ça. Et donc du coup aussi c'est pour ça qu'elles sont dans ces rôles-là, d'une certaine manière. Et par exemple chez les magistrats, il y a énormément de femmes statistiquement. Donc c'est aussi pour ça qu'elles sont à ces endroits-là, quoi. Voilà. Bah, merci pour ce film qui était... à la fin, je trouvais ça très triste, même si ça commence avec beaucoup de fou rire. Moi, j'ai beaucoup ri au début, puis à la fin, c'est triste du point de vue sociologique, et de cette amitié qui m'a aussi beaucoup plu, parce que c'est très fort. Ils ont rien en commun, et c'est vrai que moi, j'ai trouvé justement... comment Paul Kircher, il faisait beaucoup plus mature que dans ses précédents rôles. C'est vrai qu'ils sont tous attachants, les hommes, parce qu'ils sont faibles, effectivement. Mais en fait, ce film, il coche beaucoup de cases sociologiques, drôles, émouvants, dramatiques, et aussi fantastiques. Il m'a fait penser au film de Thomas Caillet, les combattants. À la fin, il y avait du fantastique. Oui, c'est vrai. Et là, quand on voit Idi Razougli rentrer dans le tunnel, on l'impression que c'est 2001, l'Odyssée de l'espace à la fin. On ne sait pas où il va, et il rêve d'aller dans la Lune, et comme il est rêveur, il va aller à la Réunion, et avec ce tunnel, peut-être qu'il réalise ce rêve, on ne sait pas s'il est mort, mais peut-être qu'il va vers un nulle part. Donc, ou peut-être qu'il va vers un tout. Voilà, ça lui convient bien. Cette image-là, elle est super belle quand il rentre dans ce tunnel, puis il dit au revoir. Merci. Mais en effet, mais ça rejoint ce que vous dites, c'est que nous aussi, il y avait l'idée de se dire on mélange les genres. Et il y avait l'idée de s'enfoncer loin, comme métaphore aussi de l'alcoolisme. Cette tour Miko, là, c'est assez étrange. Ouais, et en fait, le film s'appelle Météore, et c'est vrai qu'à un moment, même quand on s'est débarrassé du côté météorite, on s'est dit, mais il y a un côté spatial, quoi. Et en effet, c'est beaucoup la nuit, tunnel, voilà, vous parlez de 2001 dans l'Odyssée de l'espace, évidemment, que cette référence-là aussi, moi, il y a beaucoup de trucs de James Cameron, comme Abyss aussi, moi, qui, en effet, on descend à 500 mètres sous terre, on est dans les tunnels. Et il y avait évidemment, en effet, la tour Miko, elle a un côté vaisseau spatial. Et d'un coup, en effet, finalement, l'espace, il y avait quelque chose de l'ordre des météores, déjà, en effet, dans ces décors-là, quoi. Voilà. Et en effet, mais ce monument, il est tellement emblématique de la ville de Saint-Dizier que vous allez taper Saint-Dizier, le logo, c'est la tour Miko avec 2 rafales qui passent devant, quoi. Voilà. Et en plus, même moi qui est de Marseille, quand je logeais là-bas, vraiment, on était dans des Airbnb, comme il a dit au tout début. Vraiment, les avions de chasse, je les sentais passer comme si ils passaient en bas de ma fenêtre. Et au moment pareil, je me suis dit, mais
t'imagines les personnes qui vivent là tout le temps, comment ça doit être pour eux. Vraiment, je les sentais, genre, ils faisaient genre vraiment comme si c'était dans mes oreilles, ça me réveillait carrément. Mais du coup, ouais, ça aussi, les avions, pareil, vous avez dit ça, et même madame aussi a dit ça, et j'adore la couleur de vos cheveux, très bien. Non, vous êtes très belle comme ça. Très météore d'ailleurs. Ouais, vous êtes très très belle comme ça. C'est vrai. Il Razzouli, ce séducteur invétéré. C'est ton côté un peu punk et tout. Non, mais oui, mais comme vous le disiez, c'est même moi, pendant le tournage, je me suis dit vraiment, genre c'est ouf de se dire qu'il y a des gens qui avec des avions de chasse, c'est pas sociaux. Ouais, bien sûr. Voilà. Et les rafales, comme les musées, sont relâches le mardi, alors, c'est ça? Oui, alors en fait, oui. Alors, peut-être que c'est pas, je sais plus si c'est le mardi ou le jeudi, mais je crois qu'il y a même 2 jours, mais oui, il y a des jours où ils volent moins que d'autres. Ah ouais. Et ils ont une nocturne. Et ils ont je crois que c'est pas le jeudi où ils sont plus la nuit. Donc, genre là par contre, donc du coup, si vous ne dormez pas, si vous avez le sommeil fragile, c'est dommage pour vous. Et aussi pour répondre à vous, monsieur aussi, parce qu'on n'a pas parlé de la dicto, et en effet c'était hyper important pour nous aussi de représenter des personnes qui ne se résument pas à leur addiction. Et en effet de se dire, mais en fait, ils existent aussi au-delà de la maladie, quoi. Donc, pardon. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que finalement, la fin, avec cette lettre, c'est un message d'espoir, même si c'est une fin où ils ne se reverront plus, ou parce qu'ils ne peuvent pas se revoir, parce que sinon, ils sont visiblement, ils pourraient être néfastes l'un pour l'autre, même s'ils s'aiment profondément, c'est bien ce qui est dit dans la lettre. Tout à fait. Mais c'est aussi un message d'espoir, parce que Idir, pardon, pas Idir. Oui, non, mais c'est pareil. Daniel, finalement, il a réussi, il a eu cet électrochoc et il a réussi à accéder à une cure. Hein. On a compris qu'il était parti en cure. Et donc il a évolué, il a avancé, on espère, il va s'en sortir. Et donc je trouve que vous avez réussi ça parce qu'à un moment, je me disais, mais c'est terrible, quoi. Et cette fin, pour moi, je vois ça comme un message d'espoir. Et c'est beau aussi, je t'aime, enfin, je sais pas comment il lui dit, je t'aime. Et en même temps, je t'aime, mais je t'aime suffisamment pour, on va pas se revoir parce qu'on est néfaste, enfin, c'est pas le mot qui convient, non, néfaste, bien sûr, il le dit pas exactement on se fait pas comme ça, du bien. On n'arrive pas à vivre ensemble, en fait. Enfin... Donc, j'ai beaucoup aimé cette fin. Cette fin est un message d'espoir finalement pour moi. J'ai envie de positiver. Eh bien, tout à fait. Et en plus, en effet, c'est le point de départ. Parce que parfois, souvent, c'est marrant que vous posiez la question comme ça, parce que souvent, on pose la question dans l'autre sens. En me disant, ouais, genre, vous avez choisi de faire un PN parce qu'on vous l'a imposé, ou un peu sous-entendu. Non, le point de départ du film, c'est cette lettre. Moi, je parle à mon cousin directement. Il dit, et en fait, on parle tous. Et la manière dont il la joue, je pense qu'il y a un peu un truc de se dire, moi je dis d'une certaine manière, je crois qu'en fait, et j'ai percuté ça il y a 2 jours, en fait à la fois je crois que elle joue sur les 2 personnages parce que, et des 2 points de vue, moi je m'adresse à mon cousin, aux personnes que j'aime, et juste, parfois je me dis juste putain mais c'est pas juste, parce qu'en fait t'es la personne la plus tendre, la plus humaine, la personne qui fait la plus preuve de compassion, et de gentillesse et d'attention, et t'es la personne qui t'autodétruit le plus de toutes les personnes que je connais. Et j'aimerais bien que tu t'aimes autant que ce que moi je t'aime. Et je crois qu'en fait, il y a une autre phase. C'est que je crois que cette lettre, et je pense que toi, la première fois que tu en as parlé, une fois, ça, quand tu avais dit c'est la lettre qu'on aimerait tous recevoir. Et en fait, je crois qu'elle est une sorte de truc un peu utopique, mais qui fait quand même du bien quand on l'a là. C'est juste de se dire, c'est un peu pour soulager ceux qui sont témoins de ceux qui s'enferment dans leur désespoir d'une certaine manière, et dans la maladie. Et comme si elle agissait comme une petite pommadière réelle d'une certaine manière, quoi. Et il y a un peu tout ça dans cette lettre, je crois. Et même aussi la lettre,
encore une fois, pour revenir sur ce que je disais au début, la lettre, quand elle était faite pendant le tournage, en fait, parce qu'on devait aller un peu vite et parce qu'on n'avait pas assez d'espace, mais en fait, chaque soir, il y avait un petit bout de la lettre que, genre, moi, je devais refaire en off. Et à un moment, moi et Hubert, on a discuté, on s'est dit, en fait, cette lettre, on peut pas la faire comme ça, couper tous les jours. Je dis 3 phrases un soir, 3 soirs le lendemain soir, 3 phrases le... Et en fait, on s'est rendu compte que cette lettre, il faut que je la lise en un trait, avec la même émotion, le même timbre de voix. Parce que, je sais pas si vous remarquez la voix que j'ai, mais j'ai une voix assez... Voilà, on a tous été jeunes, vous savez. Et du coup, voilà, donc du coup, fallait vraiment... Même ça, c'était un challenge de la faire. Et c'est une lettre très bien écrite. Ouais, c'est un très 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 beau film. On est tellement content de le programmer. Franchement, on est content. Faites du bruit sur le film. Ah oui. Ouais, ça c'est un film. Ça c'est vraiment un film qui peut changer. C'est le moment. Hein. Les choses, c'est ce week-end. C'est vraiment là. Il faut. Et c'est Pour pas ce week-end, les gens viennent le voir. Il est là, il est sorti là. Et il vient de sortir. Et pour puis. Ça, c'est hyper important. Et c'est un film qui, voilà, on est tellement content de l'exploiter. Et bah merci beaucoup. Merci Hubert, merci. Et attendez, moi j'ai juste deux petites choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui genre a un compte Instagram qui s'appelle Wrap Movies dans la salle? Non, elle n'est pas là? Non. Ok, d'accord, pardon. Parce qu'elle est peut-être partie. Ouais. Une dernière chose. On la remercie, donc elle n'est pas là. Et merci à vous tous. Bah ouais, une influenceuse rouennaise et tout. Ah non, je ne sais pas. Ah d'accord, ok, très bien. Ok. Et d'accord, bah, vous la remercierez parce que j'ai vu qu'elle avait publié des choses sur Instagram et du coup ça nous a touché beaucoup parce que moi je me souviens c'était une des premières personnes qui a parlé du film à Cannes et que ça nous a fait énormément plaisir de lire ces messages. Je me demande si c'est pas la comédienne, tu sais, qui était dans Les Filles Désirs. Parce que je me souviens plus de son prénom, parce que c'est une influenceuse et elle vit à Rouen. D'accord. Je ne sais pas si c'est elle ou pas, voilà. Et la dernière chose, c'est que ce soir, c'était la dernière fois que je faisais une après-première. Bravo. C'est génial. Et ça, j'ai envie de dire, franchement, on ne sait pas ce que deviendra le film. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'il sera oublié, mais sache que absolument, je pense, personne ne t'oublie. Moi, j'ai l'impression, franchement, j'ai l'impression qu'on est vraiment en face de personnes qui l'oublieront pas. Et dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Parce que vraiment, sincèrement, c'est pas vraiment, toute honnêteté, c'est vraiment pas une pub et tout. Vous voyez, on le fait bénévolement parce que le film a besoin d'être vu vraiment. Je prends pas de sous, alors que là, je vais descendre à Marseille, je vais dans une série. Typiquement le genre de phrase de mec qui touche des sous. Non, mais on fournit en baba au rhum. Là, ici, franchement, j'ai rien à gagner, mais j'ai à gagner que les gens regardent des vraies choses. C'est formidable. Voilà, merci, ouais, vraiment. Merci Hubert, merci et Marina, merci.